matin, Dimitri Pavlenko. Il est 8h40. Le Zoom Info sur Europe 1, si l'Europe était le village d'Astérix, ça c'est ma petite image à moi, la France serait le forgeron et le Royaume-Uni le poissonnier. Entre les deux, un poisson, il est pas beau mon poisson. L'affaire des licences de pêche, c'est une page de plus de la relation orageuse qu'entretiennent les Françaises et les Britanniques. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour. Bienvenue, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Stephen Clark est avec nous également, bonjour. Bonjour. Vous êtes britannique, journaliste, écrivain. Votre dernier livre, Elisabeth II, ou l'humour souverain, paru chez Albin Michel, c'était en 2018. Elle va un petit peu moins bien qu'à 3 ans, la reine, on aura l'occasion d'en parler, du symbole qu'elle incarne et de l'attachement que lui témoignent régulièrement les Français. J'ai beaucoup aimé, je le cite aussi, cet ouvrage un peu plus ancien qui date d'il y a 7 ans, mais bon, finalement, vos 1000 ans de mésentente cordiale, paru en 2014. On en a une illustration flagrante, Stephen Clark, de cette mésentente cordiale. Il y a une ambiguïté dans cette relation franco-britannique qui est faite d'amour et de haine. On se livre des témoignages d'affection régulièrement et après on se chiffonne sur l'histoire des licences de pêche, mais aussi sur la question nord-irlandaise, etc., etc. Est-ce que, en tant que Britannique, Stephen Clark, avant qu'on entre dans les dossiers, vous pouvez d'abord nous dire quel est aujourd'hui l'état d'esprit des Britanniques et quelle est aussi leur perception des Français? Il n'y a pas un état d'esprit, je dirais, il y en a plusieurs. Il y en a surtout deux. Il y a ceux qui ont trouvé que le Brexit c'était une grosse erreur et qu'il faut travailler avec nos voisins, et dont certains pêcheurs qui avant ils avaient un statu quo qui comprenait, et maintenant les pêcheurs anglais ne comprennent plus rien, comme les pêcheurs français d'ailleurs. Il y a l'autre qui est que le Brexit n'existe pas. C'est quoi ce truc de Brexit dont tout le monde parle? C'est oublié, c'est fini. Les Français maintenant, c'est de nouveau nos rivaux comme quand il y avait Napoléon. Et il faut se défendre à tout prix. Mais ça, pour moi, c'est... Attendez, quand vous dites, il y en a qui disent ce Brexit n'existe pas, autrement dit... Oui, ils nient. Vous savez, j'ai fait une interview radio... il nie avoir appartenu à l'Union européenne et... Non, il nie que les problèmes d'aujourd'hui sont liés au Brexit. Par exemple, il y a eu jusqu'à récemment une pénurie d'essence. Il y a plein de supermarchés encore en Angleterre où il n'y a pas de produits frais. Et beaucoup disent que c'est parce qu'il y a tous les camionneurs de l'Europe de l'Est sont partis de l'Angleterre parce que ils ne pouvaient plus voyager, ils ne pouvaient plus avoir de visa depuis le Brexit. Et donc c'est des problèmes de livraison. Clairement. Mais il y a, pour le gouvernement et tout un tas des médias, ce n'est pas la faute du Brexit. C'est un problème autre. Et parce qu'il y a une sorte de déni bizarre des effets du Brexit. Oui. À titre personnel, vous semblez considérer que la sortie de l'Union européenne était une erreur de la part des Britanniques. Personnellement, j'ai passé la moitié de ma vie sur le continent européen et j'ai toujours profité de cette liberté de voyager, de travailler partout. Et je connais plein de gens... Des Français à Londres avant étaient plein de Français qui allaient pour un an pour étudier l'anglais et puis travailler dans un restaurant et tout ça. C'est très difficile de faire ça maintenant parce qu'on peut plus avoir le visa juste pour travailler. Mais donc, honnêtement, est-ce que vous pensez que vous représentez les Britanniques, Stephen Clark, ou votre point de vue est minoritaire? Non, moi, mon point de vue est plus ou moins 50%. Vous savez, le Brexit c'était 48 contre 52. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas voté. Et donc on est un peu... presque la moitié qui pense un peu comme moi, surtout ceux qui habitent à l'étranger, parce qu'on a une vision un peu plus large du Royaume-Uni, et 50% qui couvrent le Brexit était très bien et qu'on va se débrouiller tout seul et qu'il faut oublier tout ça parce que c'est réglé maintenant. Ouais. On ne va pas rentrer peut-être dans le dossier de la pêche, Charlotte, parce qu'il est extrêmement complexe, mais en résumé, les Britanniques partageaient leurs eaux, les eaux de cette zone maritime exclusive avec l'Union européenne jusqu'à ce qu'ils en sortent. Et donc aujourd'hui, ils ont cette capacité à dire qui a le droit d'y entrer ou pas. Il y avait cet engagement qui avait été pris, rappelons-le, c'était dans les dernières minutes avant minuit, la fin de l'année dernière, juste avant l'entrée en vigueur de l'accord. Donc depuis le départ, c'est le sujet le plus touchy finalement à travers le Brexit, le sujet de la pêche. Mais est-ce que vous voyez, quels sont les ressorts selon vous de cette crise, Charlotte? On pourrait les voir différemment. On pourrait voir des ressorts géographiques, on pourrait voir des ressorts politiques, évidemment, par rapport à ce qu'est l'Union européenne. D'ailleurs, c'est assez intéressant ce que vous disiez sur la question des livreurs ou des chauffeurs qui venaient d'Europe de l'Est. Il y a deux manières de voir les choses, en fait. Soit
en étant pro-Brexit, on va dire, on sait que c'est un changement radical de manière de fonctionner qui va prendre du temps, qui engendre nécessairement une période compliquée, avec la question aussi on pourrait voir l'aspect des chauffeurs, par exemple, et du manque de chauffeurs par la pression à la baisse sur les salaires qu'engendrait le fait que des personnes d'Europe de l'Est viennent faire ces travaux-là. Donc évidemment, c'est un changement qui demande du temps, qui est une question de sacrifice, et on pourrait voir, et je sens aussi dans votre question, on pourrait voir 1000 ans, c'est pour reprendre le titre, 1000 ans d'histoire, d'entente cordiale. Vous êtes gentil, elle a été plus ou moins cordiale dans l'histoire. Mésentente cordiale, pardon. Elle a été plus ou moins cordiale, cette mésentente dans l'histoire, c'est ça que je voulais dire. Mais il y a évidemment eu un fond de fascination, détestation entre les Anglais et les Français depuis toujours. Et on aime le rappeler à chaque fois qu'il y a un dossier comme ça. Après, ce dossier-là, il a rien d'étonnant. Il fallait, pour sortir de l'Union européenne, que certains dossiers soient mis sur la table. C'est pas très agréable. Je note simplement, et moi là, pour le coup, en tant que Française, qu'à chaque fois qu'il y a une négociation, et c'était vrai même quand le Royaume-Uni était dans l'Union européenne, à chaque fois qu'il y a un dossier, l'Angleterre se défend beaucoup mieux que la France en général. Ah oui, alors l'illustration précise, ça sera sur le dossier de l'immigration, mais on en parlera en deuxième partie. Mais cela dit, Stephen Smith, j'ai perdu le fil de ma question, mais c'était pour rebondir sur ce que disait Charlotte. C'est vrai que les Britanniques sont les alliés des Français depuis que l'Allemagne est puissante. Finalement, c'est assez récent, ça date de la fin du 19e siècle. Mais on a l'impression que cette parenthèse d'entente cordiale est peut-être en train de se refermer. Sans parler de guerre, évidemment, on ne va pas s'affronter militairement avec les Britanniques, mais en tout cas, cette idée d'un destin commun, d'une amitié franco-britannique. Oui, bien sûr qu'il y a ça. Mais bien sûr, s'il y a une dispute sur le poisson, nous, les Anglais, on peut se disputer avec très peu de pays, avec l'Irlande éventuellement, mais c'est vous, les voisins. Donc forcément, on se dispute plus avec les voisins. Même des fois, le voisin, il est très content, il fait une fête, et quand même, on se plaint quand on est voisin. Donc, c'est très difficile d'être voisin. Et on a eu des périodes d'amitié et de guerre depuis, oui, justement, à peu près 1000 ans. Ça monte, ça baisse. Mais même l'autre jour, j'ai vu le discours de la reine avant le COP26, et elle disait clairement aux politiciens, oubliez la politique d'aujourd'hui, pensez à l'avenir. Elle est plus dans la continuité, parce que la reine, elle en a vu des conflits depuis 70 ans. Donc, ça monte, ça baisse. Le poisson, il faut dire que chez nous, en Angleterre, le poisson, ça représente même pas 1% de l'économie. C'est vraiment mais symbolique. La France, c'est pareil. C'est aussi, c'est symbolique. Oui. C'est une période... En Angleterre, c'est une période électorale en continu, parce qu'on peut lancer des élections un peu n'importe comment. N'importe quand. Oui, mais c'est du travail pas délocalisable, c'est de la classe moyenne, ce sont des métiers traditionnels. C'est un symbole puissant, la pêche, finalement. Oui, mais c'est très symbolique. C'est très symbolique. Et forcément, ça se passe entre voisins. Et moi, j'aime toujours dire que en fait, la Manche, comme vous l'appelez, nous, on l'appelle the English Channel, comme si ça nous appartenait. Mais oui. Vous n'avez même pas de côte, vous, c'est à nous, ça. The English Channel, ça fait 30 km de large, mais ça a 1000 ans de profondeur. Je veux dire, il y a des squelettes en bas, il y a des bateaux coulés. Mais c'est comme ça depuis toujours. Ça finit toujours par se régler. Et finalement, vous allez trouver dans les journaux, même anglais, même aujourd'hui anglais, que sur la une, c'est français, ils nous embêtent. Pour être poli. Et sur la page 24, venez en France, achetez du vin français, qu'est-ce que c'est bon le vin, le fromage français. Oui. C'est amour-haine, comme vous avez dit, mais en continu. Ils aiment consommer français, les Britanniques, c'est vrai. 8h48, on marque une courte pause. On va s'intéresser au dossier migratoire, qui est peut-être aussi l'un des sujets les plus sensibles actuellement entre la France et le Royaume-Uni. Illustration aussi peut-être de ce que disait Charlotte Dornelas, que dans la négociation, les Britanniques sont peut-être meilleurs que nous. À tout de suite. Europe 1. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. 8h51, le journal permanent, Alban Le Prince. Plus de 2 millions de fonctionnaires toucheront l'indemnité inflation de 100 € en janvier, a fait savoir Amélie de Montchalin ce matin sur Europe 1. La ministre de la fonction publique annonce également une aide au paiement de la mutuelle de 15 € par mois pour tous les fonctionnaires à partir de 2022. Les négociations continuent dans l'affaire des licences de pêche. Le secrétaire d'État aux affaires européennes reçoit aujourd'hui à Paris le ministre britannique du Brexit, alors que la menace de mise en place de
de mesures de rétorsion planent toujours. Le Royaume-Uni prévient, il n'hésitera pas à répliquer. Pour que la France reste la première destination touristique mondiale, objectif du premier sommet Destination France qui se déroule aujourd'hui à Paris. Emmanuel Macron accueille une cinquantaine de patrons français et internationaux du secteur. Et puis une nouvelle battue organisée à partir de 9h30 ce matin dans le Tarn pour retrouver Delphine Jubilard. C'est cette infirmière portée disparue depuis maintenant 10 mois. Dans cette affaire, son mari Cédric est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Europe Matin. Les Monty Python dans cette scène où notre équipé arrive sous les murs d'une forteresse et occupée par des Français et ces Français qui leur disent non mais on n'a pas besoin de chercher le Graal, on en a déjà un. Voilà, donc la scène est assez comique. Et Stephen Clark est avec nous ce matin, auteur, journaliste, auteur notamment d'Elisabeth II ou l'humour souverain, et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Alors il y a un dossier franco-britannique qui est chroniquement sensible depuis maintenant près de 30 ans, Charlotte Dornelas, c'est la question migratoire. En vertu de ces accords du Touquet, la France gère pour le compte des Britanniques les côtes du Calaisis comme si c'était une frontière extérieure du Royaume-Uni. On voit que cette nuit encore, il y a cette question des small boats, ces passages de clandestins sur des petites embarcations. 400 clandestins ont été repêchés cette nuit. Et il y a cette phrase que j'ai trouvée stupéfiante hier d'un chercheur cité par le journal Le Monde, dont je ne retrouve plus le nom, qui compare la situation de la France à celle du Maroc ou de la Turquie, les Britanniques traitant les Français comme un pays limitrophe de l'Union européenne. Cette situation est assez humiliante pour la France et pèse lourd dans les contentieux que l'on peut avoir avec les Britanniques. C'est sûr que quand je vous disais tout à l'heure que nous étions moins beaux en négociation sur les accords du Touquet, c'est assez clair. C'est-à-dire qu'on négocie l'idée qu'on gère la frontière pour le compte, nous pour le compte de l'Angleterre et l'Angleterre pour nous, mais évidemment la question se pose différemment. Et donc on garde chez nous un nombre élevé et en ce moment avec une très forte pression de migrants qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de rejoindre l'Angleterre. Et il y a une compensation financière, et c'est là où effectivement le parallèle est juste, c'est qu'il y a une compensation financière de l'Angleterre. Et récemment, on l'a vu à partir du mois de juin, juillet et même début septembre, le gouvernement britannique nous expliquait qu'ils allaient réduire les aides si jamais il y avait des migrants qui continuaient à passer. Et donc parce qu'insatisfait du travail des Français. Parce qu'insatisfait, parce qu'il y a une pression. En effet, de toute façon, il y a une pression en ce moment de tous les côtés. Et il se trouve qu'à Calais, et c'est vrai d'ailleurs dans toute la région du Calaisis, il y a des gens qui veulent continuer à passer en Angleterre, envers et contre tout. Et nous, on essaye de les garder. Le problème, c'est qu'on les garde. Ils ne veulent pas rester en France. La France ne veut pas les garder. Et en réalité, dans les accords du Touquet, ce qui avait été négocié, c'est que les fonctionnaires, les policiers britanniques examinent les demandes d'asile des personnes qui veulent aller en Angleterre en France, donc ils les examinent en France, et tous ceux qui sont déboutés, la France doit se débrouiller avec. Et là, on retombe sur nos propres problèmes de procédures et d'expulsions qui ne se font pas, et donc on gère un nombre élevé de personnes en vertu de ces accords-là. Donc l'Angleterre finalement respecte assez bien l'accord qu'elle a mené, c'est simplement qu'à la base on a signé un accord. On se demande très franchement, plus on se penche sur cet accord, on se demande très franchement ce qui a poussé la France à signer cet accord dans cet état-là. Alors symétriquement, les Britanniques font vivre aux Français ce qu'eux-mêmes font vivre aux Italiens, par exemple, on peut le dire, Stephen Clark. Est-ce que ce sujet migratoire, c'est un sujet sensible actuellement chez les Britanniques? Est-ce que ces reproches adressés à la France, ça vient uniquement du gouvernement ou on entend ça dans la population? Dans la population, pas beaucoup, sauf quand sur la une d'un journal, on commence à parler de migration. On les voit assez peu parce qu'il y a une seule traversée, c'est vers Douvres, parce que sinon la mer est trop dangereuse. Donc c'est un peu, quand vous parlez comme ça me rappelle, vous savez, entre 1347... Approchez-vous un peu du micro, Stéphane. Pardon, entre 1347 et 1558, l'Angleterre a possédé Calais. Oui. Et je pense qu'on regrette un peu encore. On se comporte comme si c'était à nous encore. Calais. Oui, c'est ça. Donc on dit que les Français devraient arrêter les migrants parce qu'avant, nous, on contrôlait tout ce qui se passait autour de Calais. Mais non, c'est encore une fois... le but de la possession de Calais, c'était surtout garder une tête de pont avancée sur le... Oui, c'est ça, pour attaquer les Français. C'était une position menaçante à l'époque. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais on ne parle pas beaucoup de migration, sauf dans les médias, et encore une fois, vous allez trouver que je suis un peu borné, obsédé, mais parler de jusque-là. Non, mais parler de migration en Angleterre, en ce moment, quand il y a
20 migrants qui débarquent sur une plage à Calais, s'il y a un ou une, en fait c'est une ministre de l'immigration qui y va pour faire des photos, c'est un peu pour faire oublier d'autres problèmes, parce que l'Angleterre a de sérieux problèmes économiques, de fourniture de plein de choses, et la migration... Oui, c'est un gros problème, mais c'est une diversion. Oui, c'est une diversion. Je profite de ce que vous dites, très intéressant, quelque chose dont on ne parle pas en France. Et pourtant, on a les mêmes sujets. Il y a un plan qui est actuellement en travail au sein du gouvernement qui s'appelle Leveling Up. Très intéressant. Ce plan vise en fait à rééquilibrer les inégalités géographiques au sein du Royaume-Uni. Entre d'un côté, vous avez Londres, l'hypertrophie de la richesse, la City, etc. Et tous ces territoires désindustrialisés où le chômage est très élevé. Voilà. Et c'est un plan Leveling Up de remise à niveau, si je puis dire. Je trouve intéressant que Boris Johnson a budgété 5 milliards de livres, je crois, autour de ce plan. Des think tanks nous disent non, c'est pas 5 milliards qu'il faudrait, c'est 2000 milliards, c'est-à-dire le prix de la réunification allemande. Là, on est au cœur des problèmes britanniques, là. Oui, parce que depuis quelque temps, ces zones-là, anciennement industrielles, qui pendant un siècle au moins votaient socialistes à gauche, maintenant votent à droite parce qu'ils sont tellement désaffectés, tellement désabusés qu'ils votent avec le gouvernement conservateur. Donc, pour la première fois de l'histoire, un gouvernement de droite veut aider ces zones anciennement industrialisées. Mais ils ont tellement de retard que, oui, il faut des fortunes. Leçon pour la droite française, Charlotte Dornelas? Même histoire que ce qui se passe en France, je crois surtout. C'est-à-dire que toute cette population qui a quitté la gauche pour embrasser la droite, moi, vous parlez de gens désabusés. Alors sur un certain nombre de choses, et notamment sur l'impuissance politique, c'est à mon avis extrêmement clair. Mais moi, j'ajouterais à ce mot désabusé celui de dépossédé. Et c'est des gens qui se sentent dépossédés sur tous les terrains. Sur le terrain, vous parliez de l'industrialisation, de la désindustrialisation de certaines zones. C'est exactement la même histoire en France. C'est une dépossession économique, une dépossession politique, une dépossession de représentation dans la vie politique et une dépossession in fine culturelle, notamment sur le terrain. Moi, je pense que la question de l'immigration est infiniment plus inquiétante de manière générale dans les populations en Europe sur le terrain culturel que sur le terrain économique aujourd'hui. Merci Charlotte Dornelas, merci à vous Stéphane Clark, merci d'être venu nous voir tous les deux dans le Zoom Info sur Europe 1, 8h.